Nous revenons avec un intervenant que vous connaissez déjà tous. Monsieur Didier Noyer, en effet, avait ouvert notre journée de la relation client en mars passé. Et aujourd'hui, il est là pour vous parler d'intelligence émotionnelle, qui est aussi le titre de son livre coécrit avec Régis Rossi et Claire Lauzol et qui est publié chez Erol Learning. Donc, bonjour, Monsieur Noyer. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous revoir. Tout va bien, oui, je vous remercie. Donc, je commence immédiatement. Votre livre s'appelle Intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, cette journée, en fait, a le but d'accompagner, donner des astuces aux futurs managers que nous sommes pour entamer notre nouvelle vie en entreprise. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelle place faire aux émotions au sein d'une entreprise? Oui, alors longtemps, on a cru que les émotions étaient un signe de faiblesse dans les entreprises et on voulait un peu écarter ça. Or, justement, les recherches en neurosciences ont montré toute l'importance des émotions et notamment le fait que l'émotion n'est pas séparée de la raison, mais l'émotion éclaire la raison et aide à bien raisonner, à bien choisir. Et il y a quelque temps, le Forum économique mondial a décrété que l'intelligence émotionnelle faisait partie des 10 compétences clés pour le 21e siècle, parce que ça a un impact très grand dans la réussite professionnelle. C'est important pour décider, pour agir, pour coopérer. Donc, il y a beaucoup d'attention maintenant qui sont mises sur les émotions et l'intelligence émotionnelle. J'ai en tête une discussion avec un dirigeant qui disait oh ben moi, tout va bien, je contrôle la situation, pas de problème. Mais en fait, il avait mal au dos, il se réveillait la nuit et il explosait de colère devant ses collaborateurs quand ça n'allait pas. Autrement dit, il voilà quelqu'un qui n'entendait pas les messages de son corps, de ses émotions. Il était stressé, il ne se rendait pas compte. Donc il y a des gens qui sont dans l'engourdissement émotionnel. Or, les émotions nous apportent des messages très importants sur nos besoins, s'ils sont satisfaits ou s'ils ne sont pas satisfaits. Donc, il est très important d'être à l'écoute de ces émotions parce que ça nous envoie des messages très utiles. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On comprend donc que les émotions, c'est quelque chose d'assez large. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui, quelles sont ses différentes facettes? Oui, alors les émotions, il y a des émotions de base, hein, comme la peur, la colère, la tristesse, la joie. Il y a des émotions plus complexes qui combinent plusieurs émotions de base, comme je sais pas, la nostalgie, c'est à la fois un petit peu de joie et de tristesse. Donc des émotions sociales plus difficiles à décrypter. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à prendre conscience de ses propres émotions, à les percevoir, à prendre conscience aussi des émotions des autres et de se servir de tout ça pour établir des relations mutuellement bénéfiques, satisfaisantes. En fait, c'est être intelligent avec ses émotions. Et ce domaine n'est pas nouveau, ça fait une trentaine d'années que des chercheurs ont creusé le sujet. Mais il y a une actualité nouvelle pour l'entreprise parce qu'on se rend compte à quel point ça va être important pour la coopération, pour le travail en commun, pour prendre des décisions, pour les relations avec les clients. Donc, il y a une prise de conscience plus récente de l'importance de cette intelligence émotionnelle. Et ça a été découvert par les neuroscientifiques qui se sont rendus compte que quand il y avait certaines lésions dans le cerveau, eh bien, les gens conservaient leur capacité de raisonnement, mais comme il n'y avait plus d'émotion, ils n'étaient plus capables de prendre des décisions. Donc, c'est ça qui a été démontré, c'est que vraiment, on ressent pour penser. Alors, le domaine de l'intelligence émotionnelle, il y a 5 grands piliers à l'intelligence émotionnelle. Le premier, c'est la conscience de soi. Être capable de prendre conscience de ses émotions qui sont ressenties d'abord physiquement, les percevoir, les identifier,
et se dire qu'est-ce qui se passe en moi, quoi, être conscient de ce qui se passe pour nous. Le deuxième domaine, c'est être capable de maîtriser ses états émotionnels, c'est-à-dire ne pas se laisser complètement submerger par le stress, par la colère, être capable de réguler des émotions qui quelquefois sont désagréables. Donc ces deux domaines ont à voir avec moi-même, hein, conscience de soi et maîtrise de ses états émotionnels. Les deux domaines suivants ont à voir avec les relations avec les autres. Donc le troisième domaine, c'est l'empathie, être capable de comprendre, de percevoir les émotions des autres, avoir de la curiosité, s'intéresser à eux pour voir comment ils vivent les choses, comment ils ressentent. Ça s'explique d'ailleurs par un certain nombre de neurones miroirs qu'on a dans la tête. Je suis devant quelqu'un qui est en train de souffrir, eh bien, immédiatement, les neurones qui, chez moi, correspondent aux neurones de l'interlocuteur s'allument instantanément, instinctivement. Donc, l'empathie, mais l'empathie, ça peut se cultiver parce qu'il y a une empathie affective, mais il y a aussi une empathie cognitive où on interroge, on essaie de comprendre qu'est-ce que la personne vit. Donc ça, c'est le troisième domaine, l'empathie. Et le quatrième domaine, ce sont les compétences relationnelles pour exprimer ses propres émotions, pour communiquer, pour dialoguer, construire ensemble. Et puis alors, à force de réflexion, les chercheurs ont repéré une cinquième dimension qui est l'émotion comme source d'énergie. Voilà, comment je peux faire que les émotions soient une source d'énergie? Alors, j'ai dit tout à l'heure que les émotions révélaient nos besoins, des besoins de sécurité, de partage, d'adaptation aux situations, etc. Mais les émotions révèlent aussi nos valeurs. Donc, cette cinquième dimension, l'émotion comme source d'énergie, ça nous amène à se dire, finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est vital? Et est-ce que je suis capable de focaliser mon attention sur ce qui est important pour moi sans me laisser complètement distraire, sans m'éparpiller sur toutes sortes d'activités qui me détourneraient de ce qui est vraiment important pour moi. Donc, c'est une forme d'automotivation en étant très conscient de ce qui se passe en moi et en étant capable de bien maîtriser mes réactions pour ne pas être dispersé, pour ne pas être distrait et rester focalisé sur ce qui est vraiment très important pour moi. Donc là, ça a un lien avec les valeurs de chacun. Donc ça, c'est les cinq domaines. Alors si vous voulez, si on veut faire le portrait de quelqu'un qui a un haut niveau d'intelligence émotionnelle, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui gère bien ses émotions, il les gère le mieux possible, il sait s'adapter aux situations, et il manifeste une certaine ouverture aux autres, il sait accueillir les émotions des autres, même quand elles sont exprimées de façon un peu brutale, agressive, etc. Il sait accueillir ça. Il sait exprimer ses propres émotions. Et aussi, c'est quelqu'un qui évite de juger, de critiquer, de vouloir contrôler. Si vous voulez, dans la communication, le non-jugement fait des miracles. C'est très important de retenir son jugement. Et puis, c'est quelqu'un qui sait s'auto-motiver. Voilà, il sait où il va, il sait se donner un but et il sait mettre de l'énergie et de l'attention sur ce but. Voilà, pour brièvement ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Moi, je peux témoigner, pendant cette année, j'étais chef de projet pour la Vivante et je peux dire que tous ces éléments résonnent à moi et j'avoue que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident d'avoir cette intelligence-là. Et du coup, ma question, c'est comment on la cultive et de quelle manière? Alors, oui, on peut dire que l'intelligence émotionnelle, ça se travaille. Alors, on peut reprendre les différents domaines parce que tout le monde ne va pas être intéressé par les différents aspects de la même façon. Mais prenons le premier domaine comme la conscience de soi. Eh bien, ça va être beaucoup de l'auto-observation. Je me regarde fonctionner. Quelles sont les émotions que je ressens et physiquement, comment ça se traduit dans mon corps? Voilà, si je suis un peu inquiet, oui, j'ai la boule au ventre. Et quelles sont les pensées qui surgissent? Et quelle est ma tendance à l'action? Donc, c'est important aussi de pouvoir nommer
les émotions. C'est important d'avoir du vocabulaire pour avoir une façon précise de nommer les choses, parce que entre une légère inquiétude et une grande angoisse, entre une légère irritation et être furieux, voilà, il y a toute une échelle, et il faut avoir du vocabulaire pour nommer ce qu'on ressent, connaître quels sont les déclencheurs. Souvent d'ailleurs, les gens confondent le déclencheur et le besoin qui est révélé. Quand on dit tu m'agaces, on croit que la cause c'est chez l'autre. Mais en fait, non, j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, j'ai un besoin d'ordre, et puis il y a quelqu'un qui met du désordre, et du coup, j'ai une émotion très forte. Quoi. Donc, connaître ces déclencheurs et connaître les besoins qui sont révélés, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Certains mettent l'accent sur certains besoins et d'autres sur d'autres besoins. Et une bonne façon de travailler sur la conscience de soi, c'est par exemple de tenir le journal de ses émotions. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ressenti à un moment donné? C'était quoi le ressenti physique, la sensation? Quelles sont les idées qui me sont venues? C'est révélateur de quel besoin pour moi? Voilà, et je note ça par écrit, et le fait de le noter par écrit nous rend plus attentifs, développe notre acuité sensorielle. Et le point de départ, c'est toujours un des points de départ physiques, un ressenti. Alors ça, c'est une façon de travailler la conscience de soi, une espèce d'auto-observation en partant de ce qui se passe dans mon corps. Sur la deuxième dimension, comment réguler ces états émotionnels? Alors souvent, arriver à cette maîtrise de soi, un moyen simple, c'est toutes les techniques de contrôle de respiration en profondeur, de cohérence cardiaque. Donc il y a des méthodes comme ça. Mais aussi tout ce qui est relaxation. Donc ça part du corps. Tout ce qui est exercice physique, non pas les sports de compétition, mais je dirais la marche dans la nature, par exemple, les activités physiques douces. Alors, bien sûr, la méditation aussi. La méditation peut contribuer à développer cette régulation des états émotionnels parce qu'on prend l'habitude d'être très présent à ce qui se passe en ce moment et puis être un petit peu le spectateur à la fois de ces sensations physiques et puis des pensées qui surgissent, etc., la méditation. Voilà. Et puis, il y a aussi une certaine prise de distance par rapport au langage intérieur, parce qu'on n'arrête pas de se parler, de se dire des choses et ne pas se laisser ne pas prendre trop au sérieux toutes les pensées qui nous passent par la tête et se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête, tiens, d'où ça vient, et d'avoir un petit peu de recul et de distance par rapport à toutes ces pensées. Donc ça, c'est des procédés pour mieux réguler ces états émotionnels et souvent, ça passe par des activités physiques, ne serait-ce que la marche bienfaisante. On dit quelquefois, mais lui, il résonne comme un pied. Mais c'est très injuste parce que les pieds participent à notre raisonnement, l'ensemble du corps participe au raisonnement des personnes. Donc la marche est très bienfaisante pour bien réguler ces émotions. Donc ça, c'était le deuxième domaine, réguler ces états émotionnels. L'empathie, comment développer l'empathie? Alors là, c'est vraiment un exercice d'écoute bienveillante, d'écoute approfondie, où vraiment on manifeste de la curiosité, on s'intéresse à l'autre, on essaie par le dialogue de comprendre sa situation. Au besoin, on l'aide à mieux exprimer ce qu'il ressent. Tu dis ça, mais alors tu es en colère, ou bien on reçoit bien son émotion en disant je comprends que, vu cette situation, tu sois particulièrement agacé, etc. Donc se mettre en relation avec l'autre pour montrer qu'on le comprend. L'empathie n'est pas la sympathie, c'est distinct. J'avais discuté une fois avec un négociateur du GIGN et il expliquait que j'ai demandé, mais vous faites preuve d'empathie vers l'otage, quand l'otage est capturé par un preneur d'otage. Et il me disait, non, pas du tout. Toute mon empathie va vers le preneur d'otage, parce que c'est très important de bien comprendre ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et que lui-même, il comprenne que je le comprends, et d'établir une relation avec lui. C'est pour ça que, pour cet exemple, que je distingue bien empathie de sympathie, où la sympathie, on se met à vibrer comme l'autre.
Donc, cultiver son empathie par l'écoute, aussi par l'observation. Voilà, l'observation du visage, des gestes, des comportements. Est-ce que ce langage non verbal est cohérent avec ce qu'il est en train de me dire? Donc, l'observation. Une façon de développer l'empathie dans une entreprise, dans les organisations, c'est au début de chaque réunion, faire la météo des émotions. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Avant qu'on démarre, là, aujourd'hui, les uns et les autres, en quelques mots. Est-ce que la journée précédente a été difficile? Ou qu'est-ce que vous avez envie de dire, etc. Ça habitue tout le monde à être attentif aux émotions ressenties par les uns et les autres. Voilà. Et puis alors, les compétences sociales, comment développer les compétences sociales, les compétences relationnelles. Alors là, je crois que le moyen principal, c'est il faut bien distinguer le langage courant et le langage de l'intelligence émotionnelle. Et il y a quelqu'un qui a formalisé ce langage de l'intelligence émotionnelle, c'est l'Américain Marshall Rosenberg, qui est à l'origine de la communication non violente. Alors, la communication non violente, ça va nous inviter à être très, très attentif dans le choix du vocabulaire, en évitant ce que je disais, en évitant les jugements, les réactions vigoureuses, les prises de position fermes et définitives, etc. Et surtout, lorsqu'on est dans une situation légèrement tendue, légèrement conflictuelle, eh bien, Marshall Rosenberg a mis au point un petit canevas qui consiste à dire d'abord quels sont les faits. Quels sont les faits? Ensuite, quels sont les sentiments que moi j'éprouve par rapport à ça? Ensuite, quel est mon besoin par rapport à cette situation? Enfin, quelle est la demande? Quelle est la demande que je formule? Pas une exigence, mais une demande. Je vais prendre un exemple. Par exemple, on travaille avec quelqu'un, on va lui dire, eh bien, les faits précis, c'est que vous deviez rendre le rapport il y a 2 jours, et il a été rendu avec 2 jours de retard. Ça, ce sont des faits incontestables. Et il faut le dire comme ça. Et il ne faut pas dire oh bah, une fois de plus, et du retard, c'est pas possible. Les faits sont là. Vous avez rendu le rapport avec retard. Le sentiment que moi j'éprouve. Ben moi, je suis extrêmement gêné. Je me suis retrouvé en face. Je n'ai pas pu lui donner ce qu'on lui avait promis et je suis agacé par votre comportement parce que ça me met dans une situation impossible. C'est le sentiment que j'éprouve. Mon besoin prévenir au plus tôt pour qu'on réagisse. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaie de fonctionner de cette façon-là? Autrement dit, c'est pas une exigence, c'est une demande et ça amène la discussion. Donc cette espèce de canevas, expression de fait, sentiment personnel, besoin personnel, demande, c'est tout un apprentissage. En fait, ça a l'air simple, comme tout ce que les Américains proposent, ça a l'air d'être un petit canevas très simple. En fait, ça demande tout un entraînement. Ça demande tout un entraînement parce que quelquefois, avec les faits, on mélange des jugements. On a du mal à exprimer des sentiments personnels. Quelquefois, les gens disent je me suis senti abandonné, je me suis senti oublié, je me suis senti négligé. Ce ne sont pas des sentiments, parce que si on dit négligé, il y a quelqu'un qui néglige. Si on dit abandonné, il y a quelqu'un qui abandonne. Donc, il faut vraiment parler de soi. Donc, d'abord, il faut éviter de dire tu, mais il faut parler de soi et il faut en parler sans mettre en cause l'autre. Donc, moi, j'ai vu des gens qui se sont formés à ça, mais ils se sont dit après ça, pendant 15 jours, je m'entraîne à exprimer des faits précis sans les mêler avec des jugements.
Ensuite, les 15 jours suivants, je vais m'entraîner à exprimer des sentiments personnels. Je suis inquiet, je suis irrité, je suis, etc. Parler de soi. Donc, c'est un véritable entraînement. L'émotion comme source d'énergie, cela suppose d'être très au clair sur qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que je disais au début, les émotions révèlent nos besoins. Besoin de sécurité, besoin de partage, besoin de s'adapter, etc. Mais nos émotions révèlent aussi nos valeurs. Qu'est-ce qui est très important pour moi? Donc, si je suis au clair avec mes valeurs, eh bien, je peux me donner des buts importants pour moi, en étant conscient de mes forces et de mes limites. Et puis après ça, j'organise toute mon attention, je focalise mon attention sur ce but important sans trop me laisser distraire. Donc c'est la réflexion sur les buts et sur les moyens de les atteindre et une vigilance. Voilà, l'intelligence émotionnelle nous invite à faire attention à notre attention. Où est-ce que je mets mon attention? Est-ce que je sais concentrer mon attention? On vit dans un monde de distraction permanente. Hein. Tout le monde, il suffit de voir dans les entreprises, les gens qui sont surchargés de travail, qui passent d'un sujet à l'autre, qui croient être efficaces parce qu'ils font plusieurs choses en même temps, puis qui du coup sont débordés, ramènent du travail le soir, etc. Là, c'est une attention éparpillée. Il y a beaucoup de gens qui ont une attention assez éparpillée, qui croient être efficaces, mais qui sont assez dispersés, en fait. Donc, c'est tout un effort pour focaliser son attention et son énergie sur les sujets vraiment importants. C'est ça la cinquième dimension, l'émotion comme source d'énergie. Voilà ce qu'on peut dire schématiquement sur la façon de cultiver son intelligence émotionnelle, mais c'est tout un entraînement, en fait. Et alors, pour certains qui sont beaucoup dans l'introspection, ce qu'ils doivent peut-être cultiver, c'est l'empathie, c'est la relation aux autres. Pour d'autres qui sont déjà très relationnels, peut-être qu'il faut un peu plus de recul sur comment je maîtrise mes émotions. Donc, on peut se faire un projet de développement personnel, mais en fonction de chacun et au service de quelque chose d'important pour soi. C'était très intéressant et en tout cas, tout ce processus a l'air quand même complexe et demande quand même une bonne connaissance de soi à un moment donné, il me Oui. semble. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait considérer l'intelligence émotionnelle comme une soft skills. Et justement, en début de notre journée, je ne sais pas si vous étiez là, mais Madame Révorchon nous disait en fait qu'aujourd'hui, les soft skills constituent des facteurs d'intégration en phase d'onboarding quand on intègre une entreprise. Et donc, ce que j'ai envie de vous demander, c'est aujourd'hui, les entreprises tiennent de plus en plus en compte d'une soft skills comme l'intelligence émotionnelle des candidats. Et comment montrer qu'on possède cette capacité? Oui, alors entre intelligence émotionnelle et soft skills, il y a une grande proximité. Il y a une grande proximité. Dans les soft skills, il y a aussi des aspects sur la capacité à résoudre des problèmes complexes, sur l'esprit critique, etc. Mais en fait, il y a une grande proximité entre ces deux notions. Alors, effectivement, beaucoup de recruteurs essaient de regarder en quoi les personnes maîtrisent des soft skills et une intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour en tenir compte dans un entretien de recrutement? La première chose, déjà, c'est d'essayer de faire preuve pendant l'entretien de cette intelligence émotionnelle, c'est-à-dire faire preuve d'écoute, d'une véritable écoute, de curiosité. Ça va être important de le démontrer. De même, démontrer qu'on a un bon petit moteur,
émotionnel personnel, qu'on est motivé et qu'on sait s'auto-motiver sur un certain nombre de sujets. Ça peut se démontrer pendant l'entretien. Deuxièmement, dans l'entretien, on peut être amené à évoquer un certain nombre de capacités, de compétences qu'on s'attribue à soi-même, en disant effectivement, moi j'ai une bonne capacité d'écoute, j'ai une bonne capacité, etc., etc. Mais le mieux, c'est quand même d'arriver à le démontrer. Et pour le démontrer, il faut pouvoir se référer à quelques histoires de réussite qu'on a pu vivre. Alors, ça peut être dans un stage, ça peut être dans une situation familiale, dans une association, etc. Et de pouvoir dire, voilà, la situation, c'était celle-là. Et moi-même, voilà ce que j'ai fait. Voilà en quoi j'ai manifesté une compétence en coopération, en écoute, en coordination collective, etc. Et voilà le résultat qui a été obtenu. Alors que ce soit pour l'automotivation ou que ce soit pour la qualité relationnelle, c'est vraiment démontré si on peut dire voilà où j'étais, dans quelle situation, qu'est-ce que j'ai fait, quelles compétences d'intelligence émotionnelle j'ai mobilisées et du coup, en quoi ça m'a permis d'obtenir un résultat. Ça, c'est plus démonstratif que simplement afficher qu'on a telle et telle compétence. Très bien, très instructif. Et aujourd'hui, vous êtes devant un public d'étudiants en management de la relation client, qualité et digitale. Oui. Nous sommes des futurs qualiticiens et managers de l'expérience client. Pensez-vous qu'on peut utiliser l'intelligence émotionnelle dans le cadre de ces métiers? Et si oui, éventuellement, comment le mettre en valeur? Oui, c'est un impératif. C'est un impératif parce qu'il faut absolument que l'entreprise, avec tous ses clients, puisse nouer des relations de haute qualité, de telle sorte que le client vive une expérience euh, qui n'est pas reproduite par les concurrents, parce qu'il y a eu une relation personnelle qui a été marquante. Alors, donc ça veut dire qu'il faut que l'ensemble du personnel qui est en contact avec les clients, mais maintenant pratiquement de plus en plus de gens sont en contact avec les clients, il faut qu'ils fassent preuve de cette intelligence émotionnelle. Mais on l'avait déjà évoqué, il y a un peu une symétrie des comportements, c'est-à-dire que le personnel va faire preuve d'intelligence émotionnelle avec les clients si le management fait aussi cette manifestation d'intelligence émotionnelle avec le personnel. Donc en fait, c'est la totalité de l'entreprise qui doit être irriguée par cette culture d'intelligence émotionnelle. Et ça peut devenir une sorte de projet. Et encore une fois, ce qui a le plus d'influence, c'est le comportement des responsables. Parce qu'on reproduit ce qu'on voit. C'est un peu ce phénomène des neurones miroirs qui font que par induction, les comportements se propagent. Mais il y a des moyens, il faut le faire de façon un peu volontaire. Par exemple, j'avais rencontré un responsable qui se disait, j'ai compris intellectuellement qu'il fallait faire preuve de reconnaissance, de gratitude. Bon. Mais ça ne me vient pas spontanément. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait une liste des 12 personnes qu'il dirige en direct. Et puis, pendant les 2 premiers mois où il a pris connaissance de cette équipe, il a repéré des points forts des uns et des autres. Un tel, c'est parce qu'il crée une bonne ambiance. Un autre, c'est parce qu'il était extrêmement scrupuleux, précis. L'autre, il prend des initiatives. Bon. Et puis, après ça, de façon informelle, à un café, dans un repas, etc., il a pu dire à chacun, voilà, ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est ça, ça et ça. Et petit à petit, ça crée un climat où la gratitude prend sa place normalement et ça joue réciproquement. Donc au départ, il l'a fait de façon un petit peu volontaire, hein, parce qu'il s'est dit, c'est pas spontané chez moi, allez, je m'y mets. Et ça crée des comportements, des habitudes qui se diffusent, quoi. Donc c'est beaucoup une diffusion des comportements de cette façon-là qu'on peut viser.
D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai encore une dernière question. Dans votre livre, dans la couverture, on voit bien, c'est écrit intelligence émotionnelle, mieux communiquer grâce aux émotions, renforcer votre leadership et préserver votre équilibre émotionnel. Comment on renforce votre leadership? Il me semble avoir compris aussi dans les exemples que vous avez faits, mais comment renforcer notre leadership pardon, au sein d'une équipe grâce à l'intelligence émotionnelle? Alors, beaucoup de programmes de formation des managers ont été lancés les dernières années dans des grands groupes, notamment pour développer le leadership des managers. On prenait des managers en place et on se dit, ben, il faut que vous fassiez preuve de leadership. Et généralement, ça commence par un entraînement systématique à l'écoute. Parce que quelquefois, les managers ont été nommés en raison de leur performance, leur capacité à obtenir des résultats, pas forcément en raison de leur capacité d'écoute. Et ça aussi, ça peut faire l'objet d'un entraînement. Euh, euh, bon, en stage, mais aussi par la suite. Donc, un des fondements, ça peut être l'entraînement à l'écoute. C'est aussi la connaissance de soi. Donc, il y a différents outils de connaissance de soi, mais qui permettent de prendre du recul. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on a tendance à croire que les choses sont figées, alors que les gens sont complètement évolutifs, ont de multiples facettes en eux-mêmes. Donc, il faut aussi un petit peu se méfier des outils de connaissance de soi qui nous feraient un portrait un petit peu trop fermé. Mais c'est intéressant parce que ça permet de prendre du recul. Donc, ce leadership, il se cultive de cette façon-là, connaissance de soi, prise de recul dans les relations avec les autres, notamment en cultivant l'écoute. Mais le leadership, ça suppose aussi une vision, une compréhension de l'environnement, c'est-à-dire comment activement, avec les collaborateurs que je dirige, et comment je peux faire progresser les choses. Donc, comment créer une dynamique collective pour faire, par exemple, des actions de progrès. Et là, on est complètement dans le domaine de la qualité. On va se dire, voilà, je suis avec une petite équipe, eh bien, on va essayer tous ensemble de hiérarchiser quel est le sujet le plus important, qu'est-ce qui nous dérange le plus et comment tous ensemble on va progresser là-dessus. Et ça, c'est une manifestation de leadership. Et puis, le leadership, c'est aussi avoir une meilleure compréhension de son environnement large. Et là, c'est peut-être être en contact avec certains dirigeants, avec certains experts qui ont cette vue d'ensemble et qui nous permet d'avoir une compréhension large, une compréhension stratégique des choses. Donc dans le leadership, on va trouver, je dirais, de l'intelligence de soi, de l'intelligence des autres et de l'intelligence des situations opérationnelles et puis de l'intelligence des situations plus stratégiques. Et souvent, cultiver le leadership suppose de travailler sur ces dimensions-là. Merci, merci encore, Monsieur Noyer.